Voilà, dans la série Passeur, Liber Mundi, nous sommes dans l'Aude, en Occitanie. Nous sommes avec Freddy Mouchard, réalisateur. Bonjour Freddy. Bonjour. Alors Freddy, vous avez longtemps travaillé pour la télévision. Ouais. Là, on se rend compte parce que vous avez réalisé, autoproduit un film qui s'appelle Qatar, Dans les pas des Cathares, Réconciliation. Oui. Et je voudrais rapidement que vous vous présentiez en quelques mots sur votre parcours personnel qui vous a amené à ce film. Je suis réalisateur, j'ai réalisé pas mal de courts-métrages, de documentaires historiques pour la télévision, entre autres. Et puis aussi, j'ai aussi une carrière de réalisateur de commandes, de publicité, en agence de communication et de pub. Et puis parallèlement, j'ai toujours conduit des actions de production et de réalisation de longs métrages. Et donc celui-ci qui vient maintenant, qui s'appelle donc Réconciliation dans les pas des Cathares. Voilà, donc effectivement, avant de creuser un petit peu et de discuter de ce film, vous êtes venu dans l'Aude pour animer beaucoup de discussions, débats. Peut-être pour les téléspectateurs, expliquer qu'il y a une vie après la télé et que la télévision ne vous a pas permis apparemment de faire tout ce que vous vouliez en documentaire. Oh non, c'est pas ça. Je C'est pas pense ça. qu'elle aurait pu m'apporter des choses. C'est que j'ai trouvé une autre manière de faire, de produire, d'être plus libre. Mais même quand je faisais les choses à la télévision, j'étais déjà producteur et indépendant. J'ai voulu explorer cette indépendance. Et donc, je pense que je l'ai trouvé autrement, dans d'autres plans. C'est très bien comme ça. Quand je commence un film, je ne sais pas comment je vais le finir. Je me laisse le temps de l'inspiration. Donc le scénario, il est là, mais il est là, il est ouvert, il est en attente. Voilà, des inspirations vont sûrement venir. Je laisse le temps. Donc c'est difficile pour un cadre de production de télévision qui a besoin évidemment de cadre, qui a besoin de grille de programme, comme on dit. C'est difficile de s'inscrire dans tout ça, et c'est tout à fait normal. Et donc j'ai trouvé les moyens, je m'organise pour que cette indépendance puisse opérer de manière effective. Alors, votre premier film autoproduit en dehors de la télé, c'est un film sur Compostelle, je crois. Oui, c'est un documentaire qui est sorti en 2015 et qui est toujours en diffusion d'ailleurs, que j'ai beaucoup accompagné avec beaucoup de ciné-rencontres. Donc oui, il était fait de manière indépendante. D'ailleurs, au début, quand je commence ce film, je ne sais même pas si je vais le finir. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est la démarche. C'est-à-dire de pouvoir lancer un film sans avoir de contraintes de production, de me dire je me donne des espaces de travail, d'aventure. J'essaie d'être un pèlerin moi-même en tant que réalisateur. C'est quoi être réalisateur pèlerin? Donc c'est quoi ce chemin? C'est quoi cette démarche intérieure? Et donc je l'ai vécu, ça a mis 3 ans et demi à tourner. Donc je l'ai tourné avec pas mal d'échéances. Je me donnais des plages d'un mois ou deux, puis je partais à l'aventure sans savoir ce que j'allais filmer. Et c'était pour moi une grande libération. Il y a eu un avant et un après. On dit qu'effectivement, Compostelle marque vraiment ceux qui font ce chemin. Pour moi, en tant que réalisateur, il y a un avant et un après. J'ai appris à avoir confiance et à me dire, voilà, on va structurer, on va construire, mais si ça change, ça changera. Et puis on va s'adapter. Et alors après, c'est d'autant plus difficile quand on le fait en fiction. Ou alors il faut des équipes qui soient suffisamment disponibles, libres, et donc un outil de production qui soit adapté, véloce. Et là, vous êtes beaucoup en caméra subjective dans Compostelle, je crois. Oui, tout le film Hein? de Compostelle, Voilà. il est en caméra subjective. Oui, en fait, le vrai personnage, c'est le chemin, et donc on découvre ce parcours initiatique intérieur à travers la caméra qui se déplace sur les chemins. Parce que ce qui m'intéresse dans ma recherche de réalisateur, entre autres, c'est de faire en sorte que le film devienne une expérience pour le spectateur. C'est pas uniquement un propos que le réalisateur délivre, voilà, et qu'il assène comme ça des vérités. Ça m'intéresse pas tellement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une démarche et de proposer au spectateur de le prendre par la main et lui dire voilà, va et chemine. Et donc de laisser des espaces de liberté, de réflexion, des allers-retours. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'explore. Et avec Compostelle, je l'ai vraiment exploré au sens où tout le film est entièrement subjectif, il n'y a pas de personnage en tant que tel. C'était assez risqué en termes d'écriture. Et j'aime effectivement un peu comme tout réalisateur, évidemment, chercher aller sur l'écriture même, penser des nouveaux espaces d'écriture, les explorer, les expérimenter, voir ce qui marche pas. Et que c'était vraiment une belle aventure ce film. Alors vous-même, vous êtes cinéphile, il y a des documentaristes ou des réalisateurs qui vous influencent dans votre travail de cinéma. Je pourrais pas dire que j'ai un réalisateur. Souvent on dit j'ai mon réalisateur fétiche. J'en ai pas. Évidemment, on baigne dans un monde d'influence et beaucoup de réalisateurs m'ont influencé.
Mais je pourrais pas donner de nom parce que je trouve que ça fiche tout de suite. Donc il y a suffisamment de grands réalisateurs de documentaires qu'on peut connaître qui nous apportent des choses, mais qui nous apportent à un moment une expérience particulière. Je cherche pas à faire un style qui pourrait se rapprocher d'eux. Encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est de proposer. Moi, si je suis transparent en tant que réalisateur, c'est tant mieux. Moi, j'ai pas envie d'apparaître. Ce qui m'intéresse, c'est que le spectateur, il s'approprie le film. Donc, aller chercher une référence extérieure de quelqu'un, ce serait encore coller une image. C'est pas ça qui me. En tout cas, dans ma recherche, c'est pas ce qui prime. Alors, on va évoquer l'actualité, c'est-à-dire dans les pas des Cathares, Réconciliation, qui a fait un petit chemin déjà dans l'Aude. Combien de projections déjà? Oh, là, c'est une bonne question. On doit être à une trentaine de projections dans l'Occitanie. Dans l'Occitanie, hein, Ouais, voilà. à peu près. Alors, la genèse de ce film, c'est finalement, c'est Compostelle qui vous amène à Montségur ou pas? Comment ça se passe? C'est sur le chemin, Montségur? Comment vous arrivez d'un film à l'autre finalement? Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai aussi un parcours personnel, spirituel. Je suis un quêteur, moi. Je suis en quête, évidemment, de cette place de l'humain, comment l'humain se place dans son environnement, dans son histoire, dans sa tradition, dans ce qui fait que c'est quoi d'être humain incarné, quoi. C'est ce qui m'intéresse. Donc évidemment que Compostelle était un chemin de prédilection, j'allais dire. Pour moi, c'est presque un peu la première étape. C'est-à-dire que dans ce monde, être un pèlerin, c'est-à-dire avoir cette liberté de circulation d'un espace à l'autre, d'avoir finalement son sac à dos et puis de pouvoir voyager dans les mondes, dans les sphères, sans avoir trop d'attaches, être suffisamment libre pour passer d'un monde à l'autre, d'une vérité à l'autre. Parce que ce qui m'intéresse dans cette quête, c'est de me dire finalement, il n'y a pas une seule vérité. Il y a des vérités successives. Et j'ai pu me rendre compte de par mon parcours, des vérités successives au fur et à mesure que ma conscience s'éveille et s'élève, ou en tout cas change. Et donc, prétendre une vérité, c'est évidemment délicat, et d'autant plus par rapport à la question des Cathares. Donc comment elle vient vers moi, cette idée? Bon, j'ai une intuition, j'ai une envie de communiquer sur ce sujet, d'expérimenter évidemment, parce qu'un film c'est avant tout une expérience pour le réalisateur aussi, avant d'être un film. C'est une rencontre, alors c'est une rencontre avec la nature, avec la montagne, avec aussi toutes ces pérégrinations que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune, et encore quand je pars dans les montagnes seul pour aller à la rencontre de la nature et à la rencontre de moi-même, de l'autre moi, de celui qui se tient derrière la muraille des illusions. Parce qu'on sait bien que c'est bien une muraille, c'est même plus un mur. Donc, il faut du temps pour ça. Et donc, ce film-là, il a mis du temps. J'ai commencé à travailler sur ce film en 2015. Donc, à réfléchir, à concevoir. Donc, il a fallu du temps, bien sûr. Et donc, cette jeunesse, elle se met en place. Au départ, je ne sais pas trop ce que je vais faire de ce film. Je démarre, en plus, je le produis, donc je n'ai pas tout l'argent, évidemment, pour faire tout le film. Donc, ça va se faire en cours de route. Et puis, ça chemine. L'autre soir, une dame disait... dans un ciné-rencontre, votre film, c'est un film de marcheur, ça marche tout le temps. Effectivement, je crois que ça marche tout le temps. J'aime cette idée que, encore une fois, on retrouve le pèlerin. Je crois que c'est une thématique, c'est une thématique que je n'ai pas fait exprès, hein, mais ça fait partie de moi, évidemment. Donc, c'est comme ça. Et donc, la jeunesse, c'est là. Donc, il y a cet aspect spirituel, nature, histoire, parce que l'histoire fait partie de moi. Et j'aime visiter l'histoire sous l'angle contemporain. C'est-à-dire... l'histoire, entre guillemets, c'est pas poussiéreuse ou figée, ça m'intéresse pas tellement. Il faut aller s'y référer, il y a des ouvrages pour ça, il y a des gens qui gardent la mémoire, donc c'est très bien. C'est pas trop ma partie à moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder l'histoire, regarder dans le rétroviseur, mais aussi pour se projeter et pour s'interroger sur qui sommes-nous ici et maintenant. Donc c'est ça qui m'a intéressé. Donc par rapport à cette question des Cathares, de cette philosophie, de cette magnifique société qui a pu apparaître au XIIIe siècle, à XIIe et XIIIe siècle, c'est ce qui m'a intéressé, c'est de dire, aujourd'hui, nous, on voit bien qu'on est dans une société qui, paradoxalement, a des difficultés, des interrogations, qu'est-ce que cette période nous dit, qu'est-ce qu'elle nous raconte par rapport à la spiritualité, par rapport à tout ça. Et donc, voilà, c'est un peu ça la genèse, mon interrogation. Et ce film est une proposition, pas du tout, je n'ai pas la prétention d'apporter des vérités ou des révélations. D'ailleurs, l'angle de la fiction m'a permis
d'aller vers une introspection du personnage principal et d'essayer de proposer aux spectateurs contemporains une approche sur cette démarche intérieure que peut-être les Cathares pouvaient proposer dans leur décor, dans leur contexte historique. Évidemment, tout a changé. Mais qu'est-ce qu'on peut garder et qu'est-ce qu'on peut essayer de comprendre aujourd'hui de cette démarche intérieure? Qu'est-ce que c'est que donc cette démarche intérieure de se connaître soi-même, dont les traditions ont beaucoup parlé? Et donc j'ai voulu le revisiter à travers ce film. Et d'ailleurs le film, le titre le dit lui-même, Réconciliation dans les pas des Cathares. Donc on démarre sur les pas des Cathares, mais on va plus loin et on va interroger la question de la réconciliation pour un personnage d'aujourd'hui, contemporain, avec des problématiques d'aujourd'hui. Alors ce personnage, c'est à la fois vous et pas vous, puisque c'est un personnage de fiction que vous jouez, et peut-être dire en quelques mots le pitch du film pour... Oui, j'interprète ce personnage. Donc c'est un personnage de Guillaume qui est dans une vie, on va dire, installée, parisienne, confortable, et qui, on va très vite comprendre qu'il a des difficultés dans sa vie, qu'il y a quelque chose il y a des blessures, il y a des cicatrices, et notamment une grande cicatrice qu'on ne comprend pas au départ, mais une cicatrice qui engendre un mal-être. Et donc le fait de se retrouver, on va dire, par hasard, même si on pourrait longuement parler de la notion de hasard, par hasard en Ariège, il découvre cette histoire des Cathares qui s'est déroulée au XIIIe siècle. Et donc cette rencontre avec cette histoire va lui renvoyer à lui-même des mémoires et va l'obliger à cheminer à son tour sur cette question de la réconciliation avec lui-même. Donc, et avec ses mémoires, avec son passé, en fait c'est comme un effet de miroir avec l'histoire de ces Cathares et de cette philosophie, de cette démarche. Donc il y a tout un rapport sur différents plans, et je ne vais pas raconter toute l'histoire évidemment, parce qu'il y a des rebondissements comme dans toute histoire. Non, mais on peut dire que c'est assez rare dans le cinéma français. Il y a Claude Lelouch qui le faisait un petit peu en référence, et il y a la question de la réincarnation qui apparaît quand même dans le film, l'idée de vie antérieure. Hein. On n'en dira pas plus, ça vous l'avez intégré dans la biographie du personnage. Oui, alors sachant que cette question de la réintégration, oui, de la réincarnation, elle est abordée sous un angle psychologique. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que tout le film est structuré à travers la psychologie et la réalité du personnage principal. C'est tout l'angle que je voulais aborder parce que, encore une fois, c'est une des thématiques que j'aime développer. Nous sommes dans un monde de réalités chacun crée sa propre réalité. Et donc là, on aborde cette question-là. Et donc, la vision de la réincarnation, elle est vue sous cet angle-là et elle est réinterrogée et élargie. Je ne veux pas le révéler en tant que tel, parce que pour moi, on ne peut pas, pour faire court, on ne peut pas considérer la réincarnation uniquement sous l'angle de l'ego et de la personnalité. Et donc effectivement, il se voit lui-même potentiellement en personnage historique, mais ça n'est qu'une projection de lui-même, de l'image qu'il a de lui-même dans notre époque, qu'il projette dans son passé. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il a vécu dans le passé. Il y a une subtilité à lever, c'est ce que le film va apporter aussi. Oui, puis le spectateur peut avoir plusieurs lectures possibles aussi, c'est ça qui est intéressant, parce que vous ne figez rien du coup. Et alors, il y a un personnage de mentor qui est joué par un acteur assez étonnant aussi que vous rencontrez. Donc il y a cette idée quand même de l'enseignement, de l'idée qu'il faut quand même aller chercher dans les livres. Alors vous-même, vous avez puisé aux sources du catharisme, vous avez des auteurs de référence ou pas forcément ? Alors, je n'aurais pas des auteurs de référence comme je ne pourrais pas, parce que vous savez, ma démarche c'est beaucoup plus large que ça. Évidemment, je vais aller chercher à épuiser les livres qui font référence dans les domaines, hein, mais avec toujours, enfin, en essayant de chercher quand même ce qu'on pourrait être assez enfermé dans ces références. On a, j'allais dire, pour faire court, on a un peu deux aspects. On a des historiens très historiens, qui sont là dans une histoire pure, rigoureuse. C'est intéressant, c'est important, ce sont des piliers sur lesquels on peut s'appuyer. Et puis il y a aussi de nombreux auteurs qui ont une vision plus poétique et plus ouverte sur le catharisme. Et donc j'ai voulu circuler entre les deux. Entre les deux. Pour moi, on a deux cerveaux. Hein. Ouais. On a le droit et on a le gauche. Et donc le gauche et le droit. Et donc il faut pouvoir équilibrer les deux aspects de cette compréhension. Et c'est ce que je voulais aussi apporter dans le film. Et donc notre personnage dont vous parlez, de Jean, effectivement il apporte, il équilibre un peu parfois. Au départ c'est un petit peu la source d'histoire qui est nécessaire pour le spectateur. Parce qu'il faut comprendre que le spectateur qui débarque dans le film, il a besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire. Donc on a une première phase de remettons à jour
l'aspect historique et qu'est-ce qui s'est passé de manière assez synthétique. Donc ce personnage, il apporte ça. Et puis après, il bascule, parce que lui-même amène ce côté un peu... une vision poétique, une vision, on va dire, ésotérique, une approche large qui nous ouvre des espaces de compréhension. Encore une fois, moi, je ne suis pas là pour apporter une vérité. Je suis là pour dire et pour montrer aux spectateurs, rappelez-vous que vous pouvez cheminer. Et qu'en cheminant, vous trouverez forcément ce qui vous correspond. Dans l'arbre, vous trouverez le fruit qui est pour vous. Et c'est ça qui m'intéresse de réinterroger et de réactiver. Alors pour vous, après avoir étudié un petit peu, cheminé, ça serait quoi l'essence du catharisme qui fait que cette spiritualité serait... Beaucoup de gens aussi, on parle de résurgence, de cathare, de néo-cathare. Aujourd'hui, pourquoi c'est aussi à la mode et comment vous comprenez le message des cathares aujourd'hui du coup ? Moi, ce que je comprends, en tout cas ce que j'essaie d'exprimer dans le film, c'est que ce qui est important, c'est de faire circuler les choses, de faire circuler l'esprit, de ne pas enfermer. Il y a une phrase qui résume bien à la fin du film, où le personnage, ce fameux Guillaume, a quand même beaucoup cheminé, et il en conclut qu'il y a deux manières d'être au monde. Une qui enferme, une qui libère. Je trouve que à mon sens, ce qu'on peut retenir de l'esprit cathare, c'est l'esprit qui libère, c'est l'esprit qui propose une solution pour sortir de l'enfermement de l'illusion, pour sortir de cette, on va dire, on va l'appeler, appelons le mot, de cette matrice, de ce modèle, de cette sphère dans laquelle nous nous trouvons de la création, dans laquelle nous sommes, et comment on peut sortir de cette illusion par la connaissance, par l'éveil, par le travail sur soi, par le passage de la porte intérieure, pour franchir, ouvrir ces illusions et passer au-delà et de comprendre qui nous sommes vraiment, quelle est notre essence première. Et je pense que c'est ça ce que les cathares ont apporté et qui reste aujourd'hui. On voit bien que on se réinterroge, notre société, on a besoin de retrouver. Alors, ce qui est intéressant dans cette expérience des cathares, c'est qu'au XIIIe siècle, ils ont apporté sur cette terre d'Occitanie et ailleurs, pas qu'ici, mais ici c'était vraiment très puissant, très très fort, une manière de vivre où chacun peut trouver sa place. Chacun selon son statut social, chacun son degré d'éveil, chacun pouvait trouver sa place et trouver sa juste place pour cheminer, pour avancer sur ce chemin de libération. Il n'y a pas de dominant ou de dominé, chacun avance, il y a une notion de fraternité au sens premier du terme d'humain, qui eux-mêmes, que chacun se propose d'avancer sur ce chemin. Et ça, je trouve ça intéressant. Et c'est en cela que je pense qu'il y a aujourd'hui une résurgence. C'est pas en tant que tel, c'est pas le catharisme lui-même, c'est cet esprit qui, à mon avis, qui revient régulièrement et qui a besoin de s'incarner, qui a besoin d'une manifestation à travers l'humanité. Et donc, ce sont des cycles. Je crois que nous abordons ce nouveau cycle de reprendre sa place d'être humain, à sa juste place dans l'univers, à sa juste place sur la planète, et sa juste place par rapport aux autres, et par rapport au monde subtil. Voilà, il y a toute une réorganisation qui me semble appropriée aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il y a tout un tas de réseaux qui sont en train de se mettre informels, qui se mettent en place. Il y a peut-être quelque chose là-dessus. Alors, vous créez des discussions, débats, où effectivement il y a vraiment cette idée de partage. Alors, quand on regarde un petit peu sur les autres réseaux sociaux, il y a quand même quelques critiques à votre film que je voudrais qu'on partage ensemble et qu'on creuse un petit peu. Notamment quelque chose qui serait de dire que aujourd'hui, une des façons de parler de spiritualité, c'est de tout mettre à la sauce New Age, développement personnel. Et certaines critiques ont perçu votre film, avec notamment les scènes autour de la nature, comme quelque chose qui serait plutôt dans le développement personnel, alors que les cathares auraient été dans le développement spirituel qui n'est pas basé sur l'amélioration de l'ego. Alors qu'est-ce que vous répondez à ça ? Est-ce que vous avez voulu faire un film New Age ou c'est une mauvaise lecture de votre film ? Il n'y a pas de mauvaise lecture, chacun lit à sa manière. Ouais. Mais vous avez une intention quand même quand vous faites ça. Oui, bien sûr. Pour moi, tout dépend de ce qu'on appelle New Age. Si c'est voilà. La traduction littérale, c'est-à-dire Nouvel Âge, aller vers le Nouvel Âge, moi ça m'intéresse, et pour moi c'est pas une critique négative. Et ça serait quoi ce Nouvel Âge ? Ce Nouvel Âge, justement c'est ce dont je viens de parler, c'est-à-dire que c'est l'idée qu'on va se réapproprier, on va redevenir le héros de notre propre vie. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est question de la souveraineté. Oui, la souveraineté intérieure. La souveraineté intérieure, c'est-à-dire soyons l'autre. Et comment on redevient le Seigneur dans son royaume ?
Tout à fait. Alors, avec l'ambiguïté qui apparaît effectivement pas totalement dans votre film, c'est que en relisant des auteurs, ou le traité des deux principes de Jean de Luggio, par exemple, on voit que les cathares étaient dualistes et que ce monde, c'était le monde, monde, ça c'est démon, le monde du démiurge, le monde du mal, et que finalement, les cathares, enfin, peut-être une frange du catharisme, pensait que améliorer ce monde ou le paradis sur Terre n'existe jamais. Et la reproche qu'on fait aux gens du New Age, c'est de vouloir créer quelque chose de permanent dans l'impermanence. Alors, comment vous vous situez par rapport à cette idée du paradis terrestre qui est promis par... Même les transhumanistes nous promettent le paradis sur Terre demain. Vous voyez ? Et comment vous vous situez par rapport à ça ? Est-ce que dans votre film, il n'y a pas... Enfin, vous ne décidez pas de ça par rapport au personnage, mais on peut quand même se poser la question... Non, voilà. Évidemment, je décide rien, ce n'est pas à moi de décider. Je pense que la création dans laquelle nous nous trouvons, et notamment la nature, est une porte vers une libération. Donc je pense que tout nous est donné, il y a une sagesse. C'est comme si nous étions enfermés dans une bulle dans laquelle l'objectif, le but du jeu, ce serait de sortir de cette bulle en utilisant au mieux les décors qu'on nous propose. Et donc le décor pour moi de la nature est empli de sagesse. La nature est emplie de sagesse, est emplie de connaissances, d'éveil. Il s'agit simplement de regarder, en tout cas de rentrer en connexion avec le règne végétal. Le règne végétal est magnifique. Le règne végétal vous ouvre la sphère du cœur, par exemple. Vous regardez une fleur, vous vous mettez en relation avec une fleur, avec une plante, c'est magnifique, c'est l'ouverture. Et donc déjà là, mécaniquement, pas besoin de faire grand-chose, mécaniquement, on s'ouvre, on entre dans une sphère vibratoire supérieure et on commence à sortir du monde de l'enfermement. Donc je crois que, moi, mon point de vue, c'est que si on sait regarder la nature, si on sait vivre avec, on a déjà, c'est peut-être pas le paradis en tant que tel, c'est peut-être pas le retour à la maison, mais c'est peut-être une porte pour retrouver le chemin de la maison. Mais donc, cette maison qui est dans ce monde ou hors de ce monde ? Disons qu'il ne peut pas être... Enfin, comment dirais-je ? Nous pouvons, à mon sens, nous pouvons trouver des états de grâce dans ce monde, mais le monde, le retour, l'expérience finale, c'est l'unité, c'est le retour au un, et donc il est forcément en dehors de ce monde, puisque nous sommes dans un monde qui a été créé pour nous permettre de retourner à la source. Alors ce monde, du coup, là, il y a une double discussion chez les cathares et chez les philosophes. Chez les cathares, le monde pourrait être, alors c'est très paradoxal, à la fois ce que vous décrivez, une forme d'ordre de secours, et puis aussi un monde chuté, une forme d'enfer. Il pourrait y avoir les deux. Et avec ce qu'on a vécu ces 3 dernières années, on a vécu quand même un peu l'enfer sur Terre, et c'est peut-être pas fini, mais en même temps, vous semblez dire que même au sein de l'enfer, il y a une porte de sortie. C'est ça un peu votre... L'enfer dont vous parlez, il faut le nommer, mais vous parlez à quoi cet enfer ? De ce déferlement totalitaire qui est toujours en cours, là, peut-être. Enfin, c'est une lecture du monde qui n'est pas très consensuelle, parce que je pourrais être taxé de complotiste si je dis ça. Vous voyez, parce qu'on crée aussi des mots pour empêcher de penser. Complètement. Hein, vous savez, moi, ma lecture, c'est que dans un événement, on peut y lire à la fois l'enfermement, mais aussi l'opportunité de libération. En tout. C'est-à-dire que c'est fractal pour moi. À partir du moment, un événement, on le regarde. Quand il vous arrive parfois un pépin dans la vie, parfois on se rend compte après l'événement, on se dit finalement, si ce n'était pas arrivé, je ne serais pas allé à cet endroit-là. Et il ne serait pas arrivé ce qui... Donc, moi je pense que c'est la loi des 2 serpents. Vous savez, dans le film, on en parle de ces 2 serpents, les deux forces. La force, la force vitale, elle s'exprime. Donc, après, c'est à nous d'orienter... Selon notre conscience, notre volonté, on va l'orienter de tel point de vue, autant de point de vue. Donc je pense qu'en permanence, nous pouvons chuter. À chaque instant, la chute nous attend à l'instant suivant, mais c'est aussi un espace de rédemption possible. Et donc c'est cette suite d'événements qui fait la vie, qui fait l'incarnation, qui fait toute la substance de notre incarnation et pourquoi nous sommes là, et tout l'intérêt. Et ce qui fait qu'effectivement, quand on a ce point de vue, vivre devient un jeu. Bien une expérience, on a trébuché là, c'est pas grave. Hop, qu'est-ce que j'en tire comme enseignement et comment je vais pouvoir sortir. Ça, c'est à titre individuel. Et si on le travaille suffisamment fortement à titre individuel, on peut mieux comprendre ce qui nous arrive au niveau collectif. Et ce qu'on considère comme des fatalités au niveau collectif, eh bien, si on le replace à titre individuel, il y a un cercle plus petit, on arrive à avoir une lecture différente. Que finalement,
ce qui nous arrive, qu'on pourrait considérer comme de l'enfermement, peut-être que c'est une occasion de nous souvenir, de retrouver la valeur de la liberté, par exemple. Peut-être que c'est une occasion. Peut-être que nous n'avons peut-être pas su assez protéger notre liberté intérieure, ce qui fait que les événements nous proposent des choses qui ne sont pas très agréables pour nous aider à retrouver notre liberté intérieure. Donc c'est à nous d'aller chercher ça, de peut-être se fédérer, de trouver des astuces, de trouver des moyens pour qu'on puisse faire vivre ce qui est noble et ce avec quoi nous voulons vivre. Donc vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de fatalité, je ne crois pas. Et c'est ça, à mon sens, redevenir le maître de son royaume. Voilà, donc maintenant nous allons évoquer peut-être la suite, puisque comme le cinéma chez vous c'est un cheminement, un film en amène à l'autre, et donc de la réconciliation, vous êtes en train de vouloir passer à la guérison avec un projet qui est en cours, je crois. Oui, qui est en cours de tournage, donc on a fini, le gros tournage est fait, le montage aussi est bien avancé. Juste pour la petite histoire, c'est une grande histoire en fait. Ce film a commencé en 2018. Donc c'est comme je le disais, il y a un cheminement donc, sur la question de la guérison. Ce qui m'a intéressé d'interroger, c'est comment est-ce que l'humain, à travers son histoire, à travers cette humanité que nous connaissons, comment il s'est interrogé sur la question de la maladie et donc de la guérison, au sens où le sous-titre c'est le retour à l'harmonie. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de voir comment, à travers notre histoire, différents peuples, différentes traditions se sont interrogés sur comment revenir à l'harmonie. Alors, sans détailler, mais dans la préhistoire, on a des peintures rupestres qu'on peut interroger sur ce plan. On a, au Moyen-Âge, on a une médecine hermétique, on a des connexions avec des planètes, évidemment après arrive tout le rapport aux plantes qui amènent des informations de guérison. Et c'est ce qui m'intéressait, c'est de l'interroger et de le visiter sous l'angle de ce retour à l'harmonie et avec une liberté. C'est-à-dire que pour moi, le fondement, enfin, je veux dire, l'origine peut-être d'une certaine maladie, c'est le blocage. C'est le blocage d'une pensée qui passe d'un plan subtil à un plan physique, physiologique. Et donc, pour nettoyer tout ça, ce qui m'a intéressé, c'est de faire circuler la connaissance, de pouvoir voyager à travers les époques. Et donc, ce film-là est un film qui va proposer ça, ce voyage. Et donc, je suis très heureux de proposer ça et de travailler moi-même, parce que je n'ai pas encore fini. Il me reste des choses encore à découvrir. Ah, c'est toujours une autoproduction, un autofinancement, c'est ça? Oui, c'est une production qu'on tourne, une production interne, oui, bien sûr. Alors, parce que quand même, si on contextualise, avec tout ce qu'on a vécu depuis 2020, les gens qui ont essayé de parler autrement de la guérison contre un virus ou autre, ils ont eu des problèmes. Et là, on vient de voter une loi qui est un article 4 d'une loi sur la question des dérives sectaires qui criminaliserait potentiellement des gens qui auraient une autre version que la doxa scientifique d'État. Alors du coup, comment j'ai l'impression que votre film, il n'est pas une réponse à ça, parce que vous n'êtes pas en lutte contre les choses, mais il arrive à un moment quand même qui est assez étonnant. Oui, c'est comme on disait tout à l'heure, dans un événement, il y a les deux envers, la médaille a deux revers, il y a deux aspects de la médaille. Moi, je ne suis pas du tout dans une lutte, je crois que cette loi ne concerne pas notre approche, parce que ce qui nous importe, c'est de voir en l'histoire ce qui s'est passé. Et donc, qu'aujourd'hui nous ayons un mode d'appréhension de la maladie, un certain mode, c'est ainsi. Simplement, on peut revenir. Ce qui m'intéresse, c'est de revenir à l'aspect symbolique, à l'aspect fondamental, pas tant sur les outils. Aujourd'hui, on utilise une pharmacopée industrielle. C'est comme ça aujourd'hui. Il faut juste se souvenir que ça n'a pas toujours été le cas. Dans l'histoire, on l'a fait autrement. Alors, mais est-ce que votre film, ça va juste être historique, ou est-ce que moi, j'ai l'impression que vous vouliez, à travers l'idée de réconcilier les gens, amener une espèce de guérison qui serait plus peut-être pour aussi une actualité et pas uniquement une histoire qui est passée. Comment vous vous situez sur la question de ici et maintenant, qui est quand même un des points clés de votre cinéma? Le ici et maintenant, il est de dire nous sommes aujourd'hui des héritiers d'une connaissance et d'une conscience qui peut s'ouvrir. Et donc effectivement, la physique quantique, par exemple, on va l'interroger, dans ce film, on va la confronter avec la tradition du chamanique, par exemple.
Donc et des grands scientifiques, hein, des grands chercheurs, aujourd'hui, vont nous parler de ces correspondances possibles entre ces deux plans. Donc, simplement, l'expérience était différente, parce que le contexte était différent. Donc voilà, donc la notion de l'éther, selon les physiciens quantiques, elle s'interroge, on l'a appelé champ akashique à une autre époque. C'est quoi cet espace de la connaissance globale qui nous est disponible? Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui lorsque on considère qu'on ne peut se guérir que d'une seule manière? Peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est pas pour autant qu'on attaque celle qui a aujourd'hui pignon sur rue, on va dire. C'est un mode de fonctionnement. Moi, comme vous avez pu comprendre, je ne suis pas du tout dans l'opposition, je suis pas dans... Encore une fois, je n'ai pas de vérité. C'est à chacun de trouver sa place. C'est à chacun de trouver son propre cheminement. Encore faut-il se souvenir qu'on a d'autres moyens de voir les choses. Alors du coup, moi j'ai pas vu votre film, donc j'essaie d'imaginer à quoi il peut ressembler. Et là, en vous écoutant, ça va pas être un film genre chapitre 1, le sida, chapitre 3, le cancer, chapitre 4, le coronavirus. Ça va pas être un truc didactique, ça va être plutôt une réflexion philosophique sur c'est quoi la maladie finalement, comment on l'a traitée, comment... mais du coup, peut-être creuser ensemble, c'est quoi la maladie de notre siècle et de notre monde aujourd'hui? Si vous parlez de guérison, est-ce qu'on est d'accord sur le constat de la maladie? On est d'accord sur le constat de la maladie. Alors, mais allez-y quand même. Cette maladie, elle est intrinsèque, oui. Elle est intrinsèque à la condition humaine. Donc, effectivement, c'est sous l'angle de la question du déséquilibre et de la disharmonie. Dès qu'il y a disharmonie et déséquilibre, il y a maladie, certains on peut dire mal dit, ce qui est mal dit, ce qui n'est pas formulé. Donc, alors pour certains, évidemment, c'est parce qu'il y a eu des mémoires dans une famille qui fait que cette écriture, cet implant informationnel a créé un implant qui fait qu'il se répercute et qui se densifie à un moment dans une maladie, dans une génération ou dans une autre. C'est un point de vue, c'est une manière de voir les choses. Mais en tout état de cause, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il y a une ligne directrice à travers tous ces peuples qu'on peut traverser et qu'on peut connaître ces histoires, c'est qu'à chaque fois on cherche à retourner à l'équilibre. Maladie, déséquilibre, d'une manière ou d'une autre. Déséquilibre sur un plan spirituel, sur un plan informationnel, psychologique, qui engendre un déséquilibre dans le corps physique. Et ça, c'est effectivement... Et moi, je ne tiens pas cette vérité. Simplement, il suffit de regarder. On regarde, et quand on analyse et qu'on regarde les différentes pratiques, à chaque fois, on cherche ce retour à l'équilibre. Même le conte lui-même, le conte initialement dans les tribus, a été utilisé par les chefs de tribus, par les hommes et les femmes médecines, pour repositionner le clan dans son harmonie. Parce que, par exemple, chez les Celtes, la base de la société, c'est l'harmonie du peuple, et c'est l'harmonie du clan. Quand le clan est déséquilibré, il y a des harmonies, à partir du moment où il y a des maladies qui arrivent. Quand on va pas chercher à guérir un individu pour sa maladie propre, on va chercher à guérir, c'est le clan entier qui vient aider à guérir l'individu pour que le clan lui-même retrouve son harmonie initiale. Ça nous en dit long, et c'est intéressant de regarder ça. Et ça nous aide aujourd'hui à nous positionner dans ce que nous sommes et ce que nous pouvons décider. Encore une fois, ce qui est important, c'est de pouvoir décider en conscience, comme on dit. Donc, c'est-à-dire qu'il y aurait forcément un médecin extérieur, on en consulte tous, mais dans cette approche-là, il y a le rapport au médecin intérieur qui intervient. Vous allez creuser ce point de vue-là ou comment vous... Oui, on va. En fait, c'est un documentaire. Cette fois-ci, c'est un documentaire fiction. C'est-à-dire qu'on part de la structure documentaire classique, qu'on va un petit peu tordre pour aller vers des séquences de fiction, des séquences de propositions, de réflexion au spectateur, avec des espaces qui lui sont propres, sans qu'il y ait d'interview, sans qu'il y ait de texte. On va le laisser se cheminer lui-même. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, et on a un personnage central qui va être le pivot et qui va nous permettre de passer d'un monde à l'autre. D'accord. Donc oui, on va retrouver disons que on va essayer de retrouver la sagesse intérieure. On va essayer de se souvenir que il y a en nous des mécanismes naturels. Je veux dire, quand on regarde la nature, naturellement, il y a une intelligence naturelle dans la nature. Elle sait retrouver l'équilibre naturellement. Elle sait se remettre en place. Quand un terrain est trop ceci, hop, il y a des plantes qui arrivent et qui viennent rééquilibrer. Parce que ça se fait naturellement. Et en nous,
quelle est donc cette intelligence naturelle en nous? Peut-être qu'on l'a un peu étouffée. Oui, et puis on nous a fait oublier qu'on avait aussi la possibilité de peut-être de réveiller cette intelligence. Tout à fait. Voilà. Eh bien, écoutez, merci, parce que votre cinéma est un appel justement à l'éveil des perceptions et à l'intelligence du spectateur, et c'est assez rare pour le noter aujourd'hui. Et donc, du coup, peut-être dire à nos auditeurs, spectateurs, comment ils peuvent voir les films que vous avez faits en ce moment. Alors, il y a toujours la tournée Réconciliation qui continue. Oui, la tournée va continuer parce que j'accompagne beaucoup les films. On fait beaucoup de ciné-rencontres. On met même en place là des ciné-rencontres en multiplex, c'est-à-dire où je peux être à plusieurs endroits en même temps, dans plusieurs cinémas. Parce que c'est important de discuter, c'est important de faire circuler cet esprit. Donc il va y en avoir beaucoup, évidemment. Et puis après, on peut suivre les différentes projections sur le site internet du film, Réconciliation le film, donc c'est assez simple. Et puis après, sur internet, évidemment, il y a toutes les informations concernant les films précédents. Puis j'ai fait aussi d'autres films qui sont en libre vision sur internet aussi, évidemment. Alors la chaîne YouTube aussi, il y a tout un tas de petits documentaires qui accompagnent le film et qui permettent aux gens d'aller un peu plus loin sur qu'est-ce qu'était le catharisme. Ça, c'est intéressant. Vous avez conçu le site comme un accompagnement, un petit bonus du film, j'ai l'impression. C'est ça, parce que comme le film lui-même n'allait pas dans l'axe du documentaire historique, j'ai voulu apporter ce pan-là, parce que c'est important d'avoir un contexte. Et là en l'occurrence, c'est vraiment un documentaire un peu plus classique, où on pose des références d'historiens, avec ce qui fait qu'on a cette référence historique comme un marchepied, et après on peut voyager facilement. C'est important d'apporter, je trouve, du complément autour d'un film. Comme on l'a dit, un film est une expérience, donc il y a le film lui-même, et puis il y a aussi des interviews de gens qui ont participé au film, aussi des points de vue aussi sur le film que je peux apporter. Alors peut-être que vous êtes en train de construire une trilogie en passant Compostelle, Montségur, et puis la question de la guérison, qui va nous amener où? Alors cette question, quelle année de sortie vous avez Là, écoutez, il est en finition, donc tout va dépendre. Là, on peut jamais décider, mais dans un an, à peu près un an et demi, ça va dans la même dynamique, ça va s'enchaîner. Voilà, avec des discussions, débats. Donc on invite nos spectateurs à continuer à réfléchir et à regarder vos documentaires qui sont vraiment étonnants. Et effectivement, dans le cinéma français aujourd'hui, on a rarement l'occasion de rencontrer des gens et de discuter sur ces thèmes qui ont été occultés. Merci Freddy Mouchard. Merci beaucoup, merci.